Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui avec Maude, qui est une jurassienne d'adoption d'un peu plus de 40 ans, qui est maman solo d'un petit garçon de bientôt 12 ans, si je ne me trompe pas. Maude parcourt avec application, seule ou avec ses poilus, les sentiers les plus défoncés du Jura. Elle court beaucoup, pour ne pas dire énormément, et plus les distances s'allongent, plus elle s'approche de l'avant du peloton. En plus de ses talents de coureuse, Maud est multiple, puisqu'elle est entre autres porteuse du syndrome d'Asperger, qu'elle est musicienne. Vous pouvez la retrouver sur Internet sous le pseudonyme Ultrabulle. Et en attendant, eh bien, c'est parti pour une petite heure de discussion avec Maud. Maud, bonjour, comment vas-tu? Bonjour. Bah écoute, je vais bien. Je vais bien. C'est le début d'année, l'hiver, le froid. J'aime beaucoup courir avec le grand froid. J'avoue que j'appréhende un petit peu la chaleur estivale. Donc pour moi, oui, c'est sympa ce début d'année. Puis la période des fêtes est passée. Hmm, Donc tu- j'avoue savourer le calme après la période des fêtes, d'autant plus que j'ai mon anniversaire en début d'année. Donc la combinaison des deux n'est pas forcément, comment dire. C'est pas optimal pour moi. J'ai vraiment besoin du calme de mes montagnes, pas trop de sollicitations, etc. Donc là, c'est cool. Ouais. C'est la planification de la saison, etc. qui commence, donc c'est chouette. Bon anniversaire en retard alors. Euh, Merci. tu as couru aujourd'hui, j'imagine, déjà, ce matin, cet après-midi J'ai peut-être? couru ce matin, ouais, j'ai couru ce matin. Je fais ma deuxième sortie ce soir. La semaine, généralement, je cours, je fais mon volume en deux fois, le matin et le soir, parce que j'ai mon petit garçon à l'école, j'ai mon boulot d'accompagnante en prépa mentale, etc. J'ai des projets. Et puis le week-end, comme j'ai mon petit garçon à la maison majoritairement chez les copains, je fais mes sorties d'un seul coup. Donc je sors l'après-midi généralement comme ça. Le matin, je m'occupe de mon fils et puis l'après-midi, je sors 4 heures avec les chiens. Alors, Voilà. tu disais qu'il faisait froid. Tu as une idée de combien il faisait ce matin quand tu es sorti, à peu près? -12. -12, ok, -12. très bien. C'est pas Il mal. faisait -12. Il faisait -12 et je pense qu'au-dessus, là-haut, parce que moi je monte, je préfère monter que descendre dans la vallée, je pense qu'il faisait un peu plus froid quand même. Ok, donc Mais bon, tu es vraiment au fin fond du Jura, plutôt dans la campagne? au fin fond du Jura, non, enfin, je suis dans le Jura, j'habite à 680 mètres d'altitude. Donc le Haut-Jura, je veux dire, peut-être le moyen Jura, après Lons-le-Saunier et tout ça, c'est quand même beaucoup plus bas en altitude, mais c'est plutôt confortable et on habite au-dessus du village, donc pas dans le village même. Tu sais, je suis vraiment, j'ai le lever de soleil juste devant mes fenêtres, là, sans vis-à-vis, avec les crêtes du surmontant en face de chez moi, et c'est quand même assez incroyable. J'habite aux portes de la forêt, enfin, j'ai des milliers d'hectares derrière chez moi, quoi. Et tout de suite, je suis dans la montagne, en fait, vraiment. Mais c'est vrai qu'il fait très froid en ce moment. Après, c'est très fluctuant, hein. Au début de la semaine dernière, on avait du 12 degrés. Là, je sais qu'à la fin de la semaine, ça va remonter, c'est pareil. Et puis, pareil, au mois d'avril, quand j'avais fait ma première tentative de 400K, 2 jours avant le départ du 400K, on avait du 30 degrés. Et puis, moi, j'ai eu du -10 avec des tempêtes de neige et tout ça 2 jours après, tu vois. Donc, c'est vraiment encore très, très fluctuant, tu vois. Mais je pense que chez toi, ça doit être même, la Chartreuse, ça doit être peu ou prou pareil, quoi. Oui, il fait un petit peu plus chaud quand même. On avait moins 5 ce matin Ah, seulement, mais je suis seulement à 500 mètres d'altitude, un petit peu plus bas. ah, moi, je suis un petit peu plus haut, mais le village est à 540. Nous, on est un Hum. peu plus haut, tu vois. Mais Alors, c'est vrai que moi, je descends le matin, il fait plus froid en bas, hein. hum, Je inversion de suis pas température. spécialiste en... Voilà, mais je suis pas spécialiste dans tous ces mouvements météorologiques. Alors, ceci dit, les conditions plutôt difficiles, tu apprécies plutôt ça. Alors, le froid est donc une condition météo difficile pour toi. Ah, Bah, le froid, ça implique quand même des petits problèmes, par exemple de l'eau qui gèle, des terrains qui sont glissants ou qui peuvent être boueux lorsque ça dégèle un petit peu. Tout de suite, ça alors, complique un c'est petit peu vrai les choses. que ouais, la neige, c'est énergivore. Quand il y a eu beaucoup de neige il y a quelques semaines et courir dans la neige, ça demande de s'adapter en permanence et je sais que le corps douille vraiment. Après, conditions difficiles, on se sent vivant davantage. Pour des conditions difficiles, pour moi, ça sera quand il fait très très chaud, tu vois. D'une certaine façon, après, tout ce qui est tempête, pluie et tout ça, moi, c'est mon truc. Enfin, j'ai pris l'habitude en fait. Donc, d'une certaine façon, oui, j'aime ça, on va dire. Mais j'ai pris un peu l'habitude de
ces conditions dantesques, ça pousse le corps encore plus loin. Le corps s'adapte de toute façon. Après, je pense que le reste, c'est dans la tête, évidemment. Mais le froid, ouais, j'ai pas de bobo spécifique avec le froid. Je prends mes principes de. Enfin, j'ai des précautions, tu vois. Même si je fais partie de la team short toute l'année, j'ai envie de dire que dès qu'il fait froid, tu vois, je mets le pantalon. Parce que pour préserver le corps, même si j'aime pas ça, pour éviter de pomper trop d'énergie, en fait, tout simplement, je suis attentive à mes allures, à pas perdre d'intensité, etc. Je fais vraiment attention. Maintenant, tu connais la technique de l'oignon, tu mets 3 couches et puis tu t'enlèves au fur et à mesure, quoi. Mais vraiment, non, le froid, ouais, c'est mon truc. Je préfère vraiment nettement le froid. Même Hmm. avec les terrains, en fait, les sorties hivernales comme ça, même quand il pleut, il neige, il vente et tout ça, c'est vraiment des sorties focus où je suis obligée de rester concentrée tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu peux pas, enfin, moi en tout cas, je travaille avec la pleine conscience, j'ai appris ça en prépa mentale, en me formant, et du coup, j'ai besoin tout le temps d'être dans l'instant présent, et je peux pas laisser mon esprit partir dans tous les sens, sinon je vais me vautrer, je vais faire des chutes, etc. Tu vois. J'ai vraiment besoin d'être concentrée, j'ai mon chien devant, je jette un œil sur mon chien devant, et puis il y a moi, quoi, donc c'est mes pieds, ma respiration, et comme ça, pas de chute. Donc c'est vraiment, la difficulté, c'est davantage la concentration, tu vois, je dirais. Parce que Et tu t'as pas cours droit à l'erreur. tu cours toujours avec ton chien ou seul par moment? Alors, sur les compétitions, non. 400K, non. Les Oui, oui. projets, tout, non. Sinon, oui, 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 j'ai toujours un de mes chiens, en fait. Tu sais, quand je fais 2 sorties par jour, il y en a un qui fait l'une et l'autre bah, fait l'autre, tout simplement. Comme ça, ils font la moitié de mon volume, mais sachant que, comme les tiens, sûrement, si tu les lâches, les miens, ils crapahutent en libre. Donc, je fais très peu de canicross et tout ça, sauf sur la route, je les attache. Hmm. Mais sinon, ils sont libres, en fait. Donc, ils font des allers-retours en permanence. Ils sont devant moi, ils font leur vie, quoi. Mais ils ont un tempérament complètement différent tous les deux. Et je sais que si je les prends ensemble, pour moi, c'est exténuant. Parce que déjà, j'ai besoin de rester focus. Et si j'ai les deux, il faut que jette un œil sur les deux, tu sais. Et, je suis vraiment attentive à ce que tout se passe bien en sortie, donc je préfère les prendre en un. Sinon, ils sont tout le temps en train de jouer et tout ça, tu vois. Ils font les zozos. Enfin, ils ont 3 ans et demi, c'est des bordeurs. Et Hmm. c'est vraiment. Là, ça fait 3 ans qu'ils sont là. Plus que ça, Shaman est arrivé, il avait 2 mois. On a très vite couru ensemble. Et s'ils sont ensemble, ouais, c'est trop dans le jeu. Hmm. Déjà, Shaman, mon mâle, est tout le temps dans le jeu avec moi en sortie. Il va me troupoter, enfin, me prendre pour un mouton, etc. Moi, je vais répondre, tu sais, il y a du jeu. Je pense qu'avec toi, c'est pareil. Il y a une réelle communication. Ma chaîne, elle n'est pas du tout dans ce délire-là. Elle fait sa vie, quoi. Si je suis là ou pas, elle s'en fout. Elle va rester devant. Elle va jeter un œil. Par contre, ils me surveillent tous les deux, tu sais. Hein. Hmm. Là, ils sont 50 mètres devant. Ils se retournent en permanence. Hein. J'ai pas le droit de tourner à gauche si je les ai pas prévenus, quoi. À ça, interdiction formelle, hein, mais c'est très marrant. Mais ouais, à deux, c'est énergivore, j'ai envie de dire. Après, je peux me permettre de le faire parce que je fais beaucoup de volume. Donc, et puis, il y a aussi le fait de, quand tu as 2 chiens comme ça, toi aussi, tu en as deux, tu le sais. C'est important aussi d'avoir chacun son moment avec son humain. Hmm. Tu sais, pour créer la relation avec l'humain. Parce que si je les prends tout le temps à deux, ça arrive. Hein. Mais dans ces cas-là, il n'y a pas le. Ils sont très exclusifs tous les deux dans leur Hmm. relation. C'est moi, l'humaine, en fait. Je suis leur humaine et je me rends bien compte, et même avec mon fils. Mes chiens m'obéissent à moi d'une certaine façon, tu vois, c'est moi la maman. Hmm. Et donc, ils ont besoin tous les deux de cette relation avec l'humain. Donc, j'essaie vraiment d'apporter à chacun ce dont ils ont besoin. Je fais les sorties différemment en fonction de leurs besoins, etc. Je sais que je passe à certains endroits avec l'un, à certains endroits avec l'une. C'est vraiment en fonction de chacun, tu vois. C'est un peu le chien qui guide d'une certaine façon mes sorties, si tu veux. Bon, Ça, c'est toute une stratégie. ils sont Ils bien sont heureux, semble-t-il, ces deux chiens. Dis-moi, ça fait seulement 4-5 ans que tu es dans le Jura, c'est ça? Avant, tu Ça étais fait dans le 3 ans et Nord. demi. 3 ans et demi. Ça fait 3 ans et demi, ouais. Tu es Ouais. originaire du Nord, hein, sinon où tu as passé toute cette première partie de ta vie. Ouais, je suis née à Roubaix et j'ai vécu 39 ans à Roubaix, parce que là, je viens d'avoir 43 ans. Et donc, j'avais pas de chien. J'ai 2 chats qui me suivent, c'est papy et mamie, là, panier retraite 14 et 15 ans. Mais ouais, j'ai vécu à Roubaix. J'étais enseignante spécialisée, enfin avant ça, j'étais musicienne. Puis je me suis retrouvée seule avec mon fils, donc j'ai choisi de reprendre mes études, etc. J'étais enseignante spécialisée, donc pendant 6-7 ans, je travaillais avec des enfants différents. Donc, j'accompagnais les enfants comme moi d'une certaine façon en maternelle et en primaire. J'ai bossé en Montessori aussi parce que je suis tombée dans une bassine de Montessori. Je ne sais pas si tu connais certainement Mhm. la pédagogie Montessori. C'est l'enfant apprend seul, l'enfant a le maître, etc., etc.
Et donc, j'ai fait un burn-out et j'ai tout quitté pour le Jura, en fait, tout simplement. Je courais déjà énormément, hein. Je courais tout autant, mais sans le dénivelé, en fait. Je faisais 200 bornes par semaine, mais dans le Nord, sur la route, tout le temps. C'était pas la même chose, quoi. Mais bon, j'en avais besoin pour survivre d'une certaine façon, jusqu'à ce que tout explose juste avant la Covid. Et D'accord, là, oui. il y avait plus de retour possible. Oui, c'est juste après cette période, en effet, que tu es venu t'installer dans le Jura, donc. Ouais, c'est ça, Hmm. exactement. J'ai couru l'Ultra 01, je sais plus te donner la date exacte. Je suis tombée, c'était mon premier gros ultra en montagne. Et oui, je suis tombée amoureuse du Jura. C'était le Credo. Je sais pas si tu viens des fois dans le Jura, tu connais un peu. Je connais un tout petit peu, oui. Hmm. Et donc c'était le Credo. Le Credo, c'est à la limite Jura 1 et du côté de Bellegarde en Valzerine, Hmm. etc. L'encran, et puis c'était là et pas ailleurs, tu vois. Je me suis sentie à ma place. C'était une vraie révélation, ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cet environnement, dans ces montagnes, ces forêts, entrecoupées de pâturages aussi? On n'est pas dans de la haute montagne avec des pics acérés, des pierriers, ce genre de choses. Qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur dans cet environnement? Mais déjà, c'est des montagnes qui sont pour moi confortables, tu vois. C'est le bon compromis avec la haute montagne quand même. Déjà, en termes de tout ce qui est commercial, bon, c'est moins cher que la haute montagne à mon sens. Surtout, c'est moins dangereux d'une certaine façon. Je dis pas que les orages ici sont pas autant violents qu'en haute Hmm. montagne, mais en haute montagne, tu pars pour la journée entière d'une certaine façon. C'est moins facile de rentrer à la maison. Tu fais plus de dénivelé d'un coup. Moi, j'adore grimper, hein, c'est mon truc. Mais pour moi, c'est des montagnes qui sont confortables. Il n'y a pas trop de vide. Ça dépend où tu vas, tout ça. J'ai le vertige, tu sais. En fait, sachant que je suis maman solo, je dois quand même. Il y a des risques que je peux pas me permettre de prendre. Si tu veux, je suis toute seule avec mon gamin, mes chiens. S'il m'arrive quelque chose, bah voilà, qui va prendre le relais à la maison d'une certaine façon. Et pour ça, pour moi, c'est plus confortable. Après, il y a une telle richesse de paysages ici que pour moi c'est féerique d'une certaine façon. Tu sais, je suis tout le temps toute seule ici. Je croise très rarement des gens dans les montagnes. J'ai des terrains de jeu, mais il y a un peu de terrier aussi. Tu vois, c'est sûr que c'est pas l'échappée belle. Hein. On n'est pas. Voilà, c'est même pas comme chez toi parce que j'avais fait quelques jours en Chartreuse. C'est vraiment différent. Mais ouais, c'est des montagnes qui sont confortables en fait. Je me sens vraiment à ma place ici. C'est les sapinières, là, les épicéas, etc., etc., c'est vraiment chouette. Puis t'as pas mal de lacs aussi. Pas autant que dans les Vosges, tu vois, mais nous, il y a des petits cocons par-ci, par-là, le lac des Rousses, l'Amoura, j'ai le lac d'Antre à côté de chez moi, j'ai le lac de Vouglan aussi, que tu connais peut-être. Oui, je Un vois, lac oui. artificiel. Mais c'est à 10 minutes de la maison, tu vois, donc on a tout ici, on va se baigner toute la saison estivale là-bas et c'est chouette aussi de courir sur les crêtes autour du lac. Donc ouais, c'est la diversité des paysages, etc., le confort et puis limiter les risques aussi. Ici, tu vois, on parle d'avalanche haute montagne en permanence et tout ça. Nous, on a des alertes avalanche aussi, coulées de neige et tout ça. Donc évidemment, quand il y a de la neige, je suis plus attentive. Mais on n'est pas dans le même risque que. Il n'y a pas de risque zéro, mais le risque n'est pas le même. Tu vois, je peux me Hmm. permettre de partir une journée entière bon, bah voilà, le risque est moindre, j'ai envie de dire, d'une certaine façon. Donc, ça, quand même, voilà, je suis vraiment attentive. C'est surtout pour mon fils et puis pour mes chiens, parce qu'il n'y a plus personne à la maison si moi je suis pas là, tu vois. C'est Bien surtout sûr. ça. Est-ce que autour de chez toi, ou en tout cas dans un périmètre pas très très lointain, tu as un parcours préféré, un sentier préféré, des crêtes, un tour de lac, quelque chose où à chaque... Si tu me suis sur Strava, tu dois voir que je suis tout le temps perchée au belvédère de la CIA. C'est pas très loin de chez moi. C'est si tu vas en direct, 250 des plus et 2,5 km au plus rapide. En fait, je boucle souvent autour parce que la vue là-bas, elle est assez incroyable. Mais c'est la vue que j'ai aussi de mes fenêtres, en fait. Donc, c'est face aux crêtes du Surmontant. Et là-bas, c'est un peu mon quartier général. J'y passe plusieurs fois par jour. Quand il neige et que je suis vraiment attentive, je ne peux pas aller sur les sentiers parce que des fois, là, comme vous, quand vous vous retrouvez avec un mètre de neige, c'est compliqué pour les chiens sur les sentiers. Même pour nous, je veux dire, tu te retrouves avec 80 cm ou un mètre de neige pour courir. Eux, ils ont de la neige jusque la gueule, tu sais.
c'est ingérable. Du coup, je boucle sur la route à côté de la maison et tout ça, dans la neige où ça reste gérable. Donc, je suis souvent perchée là-bas, je suis souvent perchée au lac d'Antre. Et puis, en fait, de temps en temps, je vais crapahuter un peu plus loin, tu sais, du côté des Rousses ou du côté de Saint-Claude, c'est pas loin. Mais j'évite parce que, comment dire, moi j'aime bien le principe de prendre les baskets et puis de partir courir à partir de la maison, tout simplement, de pas avoir à prendre la voiture. Tant du point de vue écologique que d'un point de vue temps et tout ça, tout est un peu optimisé. Et pour moi, c'est le plus simple, quoi. Je me dis, je me lève, je peux mettre les baskets et puis je suis directement dans la montagne. J'ai affaire ici, tu vois. Donc, c'est pas touristique chez moi. Donc, voilà, j'ai la solitude dont j'ai besoin, je la trouve là-haut aussi, tu vois. Mm. C'est le calme, on en revient au calme, à la tranquillité. Mm. La société où tu vas trop vite, etc., etc., etc. Donc oui, j'ai des parcours, pour revenir à ce que tu as dit, j'ai des parcours favoris. Mais ça ne me gêne pas de boucler, faire le hamster pendant des kilomètres. Hein. J'ai zéro problème à faire ça. Tant que c'est beau. Et alors, effectivement, la course à pied, c'est vraiment le sport le plus simple, on va dire, enfin, peut-être à part la marche. Par essence, tu fais d'autres choses malgré tout? Tu parlais de natation un petit peu tout à l'heure. Tu fais d'autres sports ou... Là, je nage en fait tout l'été, tu sais, quasiment tous les jours. Je vais à Vouglan pour nager, mais je fais de la brasse. J'ai aucun talent en natation. Hmm. Absolument aucun. C'est plus pour récupérer parce que ça me fait du bien. Donc tout l'été, oui, je nage. Et j'avais fait une saison de ski, mais avec mon oreille interne merdique, j'ai des pertes d'équilibre et tout ça. Et, pareil pour le vélo, j'ai fait 2 ans de vélo et c'est super compliqué pour moi tout ça parce que j'ai vraiment des pertes d'équilibre. Alors tu vois, quand tu me vois courir, souvent on a l'impression que j'ai une foulée un peu bancale, tu sais, mais c'est l'oreille interne qui est pourrie, quoi. Donc je trouve mon équilibre d'une certaine façon dans la course à pied avec ma foulée un peu bancale, tu vois. Et les risques sont moindres en fait. Mais le ski, j'adore ça, mais c'est vraiment compliqué en termes d'équilibre en fait. Et j'ai fait des grosses chutes il y a 2 ans quand j'avais fait une saison de skating. Et là, je ne vais pas prendre le risque. Là, les domaines nordiques sont ouverts à la maison et Hmm. tout, mais je prends pas de risque. Tu sais, c'est à 15-20 minutes d'ici, je prends pas de risque. J'ai trop peur de me faire mal en fait. C'est pas aller me pousser hors de ma zone de confort, c'est vraiment le fait que je sais que, tu vois, je prends même pas de bâton en fait. Quand je cours et tout, quand je Hmm. grimpe, même avec du fort dénivelé positif, j'utilise plus les bâtons parce qu'en fait, je sais pas coordonner mes bras, mes jambes, mes pieds, tout ça avec les bâtons. Je sais pas faire, je sais pas optimiser les bâtons. Et c'est bien la problématique en ski, c'est ça, je sais pas optimiser tout ça. Parce que mon cerveau, il est pas câblé correctement pour faire des choses comme ça. Je peux pas être talentueuse partout, hein. Allez, un peu d'humilité, mode. Et en effet, talentueuse, en tout cas, tu l'es dans l'accumulation de kilomètres. J'ai regardé un petit peu tes stats et c'est c'est assez impressionnant. Alors, si je ne me trompe pas, tu as couru plus de 11 000 kilomètres alors en 2023, l'année dernière à peu près aussi. Tu Ouais, fais, c'est ça. tu fais au moins 200 kilomètres par semaine et Ouais, peut-être 7 000 à 8 000 mètres de dénivelé, quelque chose comme ouais, ça. c'est ça. C'est exactement Euh, ça. c'est assez impressionnant, tu en es consciente. Ouais, mais en même temps, tu vois, depuis que je suis dans le Jura, je pratique ça, vraiment. J'avais fait un tout petit peu moins, j'ai fait plus de dénivelé cette année. Et en fait, je pense que déjà le fait de fractionner en deux mes sorties la semaine, le corps va récupérer. La clé numéro un, c'est le sommeil. Et là, en ce moment, je me rends bien compte, il faut que je dorme 8 heures au moins par nuit. Et j'essaie d'être hyper rigoureuse sur le sommeil. Et après, je pense que c'est dans la tête, mais le corps s'adapte. Hein. Le corps, il est habitué. Je veux dire, oui, j'ai des courbatures de temps en temps quand je me lève le matin, mais finalement pas plus que ça. Je vais adapter mes allures, etc., etc. Après les ultras, je vais très vite reprendre. Je vais d'abord faire de la marche rapide, et après je reprends très vite progressivement, parce que finalement, quand tu remets le corps en mouvement après les grandes aventures, ça permet de drainer les toxines et tout ça. Je dis pas qu'il faut faire comme moi, tu vois, mais de garder à minima le corps en mouvement et de reprendre progressivement, pour moi, ça marche, tu vois. Et je dirais que c'est une forme de discipline aussi et de rigueur à l'entraînement, tu vois, mais après, je fais pas énormément d'intensité, etc., etc. Je fais de moins en moins de petits formats. Mais bon, voilà quoi, c'est vraiment un mode de vie aussi, tu sais. Je vais pas aller chercher. En fait, ce que je dis souvent d'ailleurs avec ceux avec qui je travaille, c'est oui, je fais des compétitions parce que je suis une challengeuse et que j'adore ça. Là, ça m'aide à justement aller voir un peu ce qui se passe du côté de mes limites que je connais pas encore. Mais je vais pas aller chercher la performance en soi parce que
si tu veux, l'accomplissement, ça va être dans le processus, ça va être dans le cheminement, ça va être dans ta préparation. Oui, je suis en prépa toute l'année, mais en fait, finalement, c'est l'accomplissement. Moi, je le trouve dans mon mode de vie. Si je me plante en compétition, c'est pas grave. Parce que de toute façon, au quotidien, je borne, je prends mon plaisir au quotidien, si tu veux. Je suis pas de temps d'entraînement. Donc, pour moi, j'ai aucune contrainte d'autre que celle que je vais me fixer moi-même. Je sais que le matin, je sors, le soir, je sors, point. Que je sois fatiguée ou non, ça change pas, en fait. J'ai besoin de ça, en fait. Est-ce Mais c'est vraiment que une façon de vivre. Alors, ça peut surprendre. Maintenant, j'ai zéro bobo et tout ça. J'ai fait une métatarsalgie il y a 3 ans. En 3 semaines, c'était réglé. Et j'ai pas d'ampoule. Une fois que tu as trouvé les chaussures, les chaussettes, la petite crème, le petit machin, après je prends des compléments alimentaires lambda, tu sais, je mange normalement, je prends pas beaucoup d'alimentation sportive, mais je complémente mon alimentation en oligo-éléments, tous les machins et tout ça, tu vois. Et puis voilà quoi. Là, je pense vraiment que c'est dans la tête et c'est un mode de vie. Et puis j'ai mes chiens et ça m'apporte mon équilibre. C'est aussi lié à mon autisme aussi, tout ça, tu vois. Parce que tout ce que j'ai vécu avant, j'ai un gros bagage quand même, hein. Dans mon enfance, mon adolescence et tout ça, pas lié à ma famille, hein, mais lié à mon entourage. Voilà, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai eu mes anorexies, il y a eu des violences. Encore une fois, c'est pas du tout lié à ma famille, tu vois. C'est des violences dans la rue, etc. J'ai eu des trucs très très lourds. 2 anorexies, tout ça. Enfin voilà, donc bon voilà, c'est ma façon d'être au monde, quoi, tu vois. C'est un peu ça. tu as parlé plusieurs fois du mot entraînement et puis à d'autres moments, tu parles de mode de vie, de c'est juste des sorties. Est-ce que tu considères que tout ça, c'est de l'entraînement? Est-ce que ça a un côté rationnel un petit peu? Ou est-ce que c'est vraiment juste de l'envie, du besoin presque de Ah, parcourir ces oui, je montagnes? te dis entraînement, c'est assez consensuel, on va dire, comme terme, je dirais, mais oui, c'est ma façon d'être au monde et c'est un mode de vie. Je sors, je sais que là, ce soir, je sors, peu importe la météo et tout ça, j'en ai besoin, quoi. J'organise mon emploi du temps, mon job, mes chiens, mon fils, avec ma pratique sportive, en fait. Et, moi, ça me convient. C'est une forme d'équilibre que je n'ai pas eu. Si tu veux, on va dire que depuis que je suis dans le Jura, j'apprends à vivre. Avant, pour moi, je ne vivais pas. Je subissais. Je survivais. Hmm. Tu vois, la preuve, le burn-out, toutes ces choses-là. Après, j'ai fait diagnostiquer mon autisme, mon oreille interne et tout ça. Et donc, vraiment, ouais, j'apprends à vivre ici. Je vais vers la vie à laquelle j'aspire d'une certaine façon, la nature, la montagne, loin de la société, comme je te dis, où tout va trop vite et tout ça. La tournure que prend le monde et la société actuelle me convient de moins en moins. Je ne m'y retrouve pas, en fait. Tu sais, c'est les médias, les écrans, la surconsommation des relations, du matériel, tout, tout, tout. Puis tu vois, la nutrition, exemple. La nutrition sportive, c'est de plus en plus tout. On nous vend tout et n'importe quoi, quoi. Mais c'est toujours plus. Bientôt, tu dois sortir, faire ta sortie avec 40 euros de gel sur toi. Je prends pas de gel, hein. Mais voilà, c'est toujours plus. Tu prends tes baskets, tu sors, tu prends ta flasque et voilà, puis tu vas courir. Et moi, je me reconnais de moins en moins dans tout ça. Et c'est pareil, on consomme les relations, à mon sens, maintenant, aujourd'hui, autant qu'on consomme tout ce qui est matériel. Là, dans la montagne, j'ai pas tout ça. J'ai le silence, j'ai le calme. Voilà. C'est le plaisir des choses simples, d'une certaine façon. Je suis en train de dévier du sujet, là, tu sais. Pardon. Non, mais ça fait partie du sujet. Je suis en train, j'ai un planning de course un petit peu évolué cette année. Ça faisait longtemps que je n'avais pas planifié autant d'épreuves. Et ben, je dois me rééquiper de certains matériels parce que j'ai des fringues qui ont 20 ans et qui commencent à être trouées de partout. Et c'est extrêmement difficile aujourd'hui de trouver un short simple, de trouver un t-shirt simple, de trouver un sac qui te permette juste de porter tes affaires. Tu vas avoir des flasques machin avec, des serres bâtons, etc. Et tout est devenu beaucoup plus compliqué. Les chaussures également, elles possèdent des semelles de scie, des renforts, des C'est ça. protections, des machins. Et c'est vrai que, je le disais tout à l'heure, la course à pied, c'est théoriquement le sport le plus simple. Et en fait, on nous le complexifie de plus en plus aujourd'hui. Non, mais exactement, non, mais c'est ça. C'est de la surenchère de plus en plus, à mon sens. Alors après, c'est vrai qu'on pourrait parler de surenchère aussi au niveau des courses, des kilomètres, etc. C'est le même principe. Je parle pas de ma pratique en soi, mais tu vois, là, j'ai fait mon 400 kilomètres dans le Jura, donc 380 et 15-16 000 de dénivelé. Je vais repartir dans quelques mois dans les Vosges. Je vais faire peu prou la même distance avec plus de dénivelé. Je vais faire 430
avec 20 000 de dénivelé. Mais je ne veux pas partir non plus tout de suite, tu sais, dans les 800, les 1000 et tout. Je veux faire la même chose en mieux. Mais quand tu regardes les courses, des fois, je vois les plannings de certaines, j'ai l'impression que c'est toujours plus. C'est faire toujours plus de compétition, toujours plus de kilomètres. Pour moi, les courses, c'est vraiment encore un autre monde que, tu vois, ma pratique à moi. Moi, ça me coûte rien hein, d'aller courir dans la montagne, etc. Et je veux dire, je fractionne mes entraînements de façon à bien récupérer. C'est pas non plus comme si je mangeais un ultra toutes les semaines. Tu vois, je cours 200 km par semaine, mais c'est bien, le corps a le temps d'absorber la charge d'entraînement. C'est beaucoup plus violent une compétition, un ultra, et puis tu as aussi toute la charge mentale, la logistique, l'organisation que ça demande aussi, tu vois. Et on est, je trouve, dans un monde où il y a de plus en plus de surenchère de tout ça qui est aussi certainement associé d'une façon ou d'une autre à la démocratisation du trail. Et quand tu vois, j'ai vu ta publication pour l'Ultra du Beaufortin, comment tu as galéré pour t'inscrire. C'est des choses qui devraient même pas arriver d'une certaine façon quand tu sais qu'il y en a plein qui vont abandonner à la première montée. Enfin, voilà, on est dans toujours plus, tu vois. Et ça, bon, je me reconnais pas trop dans ce délire-là, quoi. Même si oui, j'assume complètement faire plein de kilomètres par semaine, mais c'est un autre monde pour moi que courir pour moi, mon propre plaisir, me sentir vivante, ma liberté, tout ça, qu'aller faire des compétitions. Parce qu'encore une fois, je trouve que c'est vraiment c'est lourd, quoi, les protocoles pour les compétitions et tout ça. Hmm. C'est vrai que ça demande pas mal d'énergie, de temps pour les proches également. Bah, c'est des moments où tu n'es pas Ouais, là. Alors, j'ai un petit peu la même amertume, on va dire, par rapport à cette évolution. Et cependant, le fait qu'il y ait de plus en plus de monde, que ce soit difficile aussi de s'inscrire à des épreuves, comme les difficultés que j'ai pu rencontrer, ça montre aussi qu'il y a de plus en plus de monde finalement qui passe du temps en nature sur des sentiers plutôt que peut-être sur leur canapé. Il y a aussi de plus en plus de jeunes qui se mettent au trail et au trail version ultra. Plus en plus de femmes aussi, on le voit dans les pelotons, qui pour certaines épreuves, on est à peu près à moitié-moitié, ce qui était totalement inconcevable hein, il y a 20 ans où on était à un petit peu moins de 10% de présence féminine dans les pelotons. Donc il y a des côtés qui sont un petit peu rageurs, certes, mais il y a aussi des côtés positifs à cette évolution oui, de la discipline. oui, des femmes, c'est vrai. Oui et non, je trouve qu'on a encore beaucoup trop peu, tu vois, comme sur l'Infernal Trail des Vosges, etc. On est quoi? On est 10%, même pas, je pense. Hmm. Quelque chose comme ça, mais généralement, sur les gros ultras, on est pas tant que ça. Je dirais plus sur les petites distances et tout ça, oui, les femmes prennent de plus en plus de place. Sur les longues distances, les femmes ont encore trop de crainte de ne pas être à la hauteur, manque de confiance en soi et tout ça, alors qu'elles ont un potentiel dingue. Quand tu vois ce que fait Jasmine Paris, la Barclay et compagnie, quoi. Enfin, la speed race, quand elle a fini, d'ailleurs, c'est en cours, mais elle n'est pas dessus. Mais elle a assommé tout le monde avec le record, etc. Enfin, voilà, ça, c'est une nana qui est hyper inspirante, tu vois, en tout cas pour moi. Mais je trouve que ouais, on manque encore quand même pas mal de femmes sur les ultras et c'est dommage. Après, je pense qu'il y a un gros lien avec la charge mentale. Les hommes iront plus facilement parce que bon, c'est tellement cliché, mais en même temps c'est vrai. Il y a maman à la maison qui va s'occuper des enfants, qui va faire l'assistance, etc. Mais nous, les femmes, c'est un peu plus complexe que ça. Je pense qu'il y a le lien avec la charge mentale et il y a le lien aussi avec la confiance en soi et l'estime de soi le fait qu'elles se sentent pas à la hauteur, pas capables, etc., etc. Moi, j'essaie un peu de changer la donne autour de moi à travers mes textes, tu sais, sur Ultrabulle et tout ça, d'être inspirante et d'essayer de montrer un peu le chemin, à dire que oui, c'est possible, surtout qu'avec mes différences, je veux dire, initialement, je suis pas non plus câblée pour courir et performer sur les ultras d'une certaine façon, mais tu sais, dire que oui, tu vois, c'est possible, quoi. Je suis une femme, je suis toute seule, j'ai mon autisme, etc., etc., mais pourtant, voilà, j'y arrive. Donc c'est que toi aussi, tu peux y arriver. Vraiment, je crois que. Mais on est dans un monde assez macho aussi, hein, tu me diras, même sur toutes les courses et tout ça. Quand tu regardes les médias, c'est souvent les hommes qui sont en couverture des magazines de trail. Même quasiment tout le temps. Même les médias lambda, comme l'équipe et tout ça, c'est souvent les hommes. Hein. C'est hyper rare qu'on retrouve des femmes. Donc bon, déjà, l'image en soi véhiculée par les médias, quand on parle des vainqueurs des courses et tout ça, c'est les hommes qui sont mis en lumière. Et beaucoup moins les femmes, en tout cas trop peu à mon sens. Je demande pas d'être mise en lumière, etc. Rien à voir, simplement, c'est un constat, tu vois. Et je pense que tu tiras dans mon sens aussi là-dessus. Dès qu'il y a une course, c'est tout de suite, c'est l'homme qui est valorisé, le vainqueur. Sauf évidemment si c'est une femme qui gagne, et encore. Et encore.
Tu aurais peut-être un petit conseil comme ça, justement, à lancer à des femmes jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui auraient envie de goûter à ce type d'effort, à cette immersion dans la nature, mais qui n'osent pas pour X raisons, celles que tu as évoquées, d'autres, le travail, etc., la charge mentale, en effet, tout ce qu'il y a à faire à la maison, le temps où on s'absente, qu'est-ce que le reste de la famille va faire? Bah, c'est lâcher prise, travailler la confiance en soi, travailler l'estime de soi et vraiment prendre du temps pour soi. Et puis prendre soin de soi aussi. Et oser, tout simplement, j'ai envie de dire. C'est le mot le plus approprié, je pense, c'est tout simplement oser, oser aller voir ce qui se passe dans la montagne. Euh, Tu sais, souvent on me dit, mais comment tu fais pour courir la nuit comme ça, toute seule ou même avec tes chiens, tout ça, parce que je suis tout le temps dans la montagne avec les chiens. Et c'est plus angoissant d'ailleurs, tu sais, de courir avec les chiens. Alors je sais pas si ça c'est pareil, mais moi c'est mes yeux et mes oreilles la nuit. C'est-à-dire qu'ils Hmm. entendent tout ce qui se passe, ils voient tout ce qui se passe. Et nous, notre cercle autour de nous sensoriel, il est beaucoup plus faible. Hmm. Et du coup, ça m'angoisse plus quand je suis avec eux parce qu'en fait, ils sentent tout ce qui se passe. Tu sais, ils voient tout, ils sont au taquet, les sangliers, les biches. Je crois que t'as les mêmes. Hein. Mais voilà, donc c'est plus angoissant. Mais ouais, c'est la montagne en soi est beaucoup moins dangereuse la nuit, tu vois, que la route. Moi, je vais davantage craindre les humains, la ville urbaine et tout ça. Qu'est-ce qui peut t'arriver réellement en montagne? Les animaux, ils vont pas s'attaquer à toi. Je veux Hmm. dire, des loups, il y en a peu, et encore, pour moi, énergétiquement parlant, un animal va s'attaquer à toi. Pourquoi? Parce que tu es dans l'agressivité, et ça, il va le sentir. Tu vois, c'est pareil avec les sangliers, tu fais que passer. Si tu fais que passer, tu les regardes pas, tu leur accordes pas d'attention. J'en crois souvent d'ailleurs, j'ai jamais eu de problème, tu vois. C'est vraiment ça, c'est être attentif à ce que tu dégages autour de toi. Et j'ai envie de dire, oui, en tant que femme, on peut courir la nuit et être en sécurité, tu sais. Même, peut-être même plus que la journée, parce que la journée, tu croises des gens, des hommes et tout ça. Mais voilà, c'est vraiment oser aller voir un peu ce qui se passe autour de soi, ouvrir les yeux, être attentif à son environnement. Il y a plein de conseils que je pourrais donner comme ça. Puis découvrir tout simplement. La vie, elle passe vite. Hein. Oui, ça passe vite. Tout ça, ces conseils, ça fait un petit peu partie de ton nouveau métier, voilà, du domaine dans lequel tu exerces désormais, cet accompagnement mental de personnes dans le cadre sportif. Oui, c'est ça. Et avec quand même ma petite prédilection pour les femmes, je préfère accompagner les femmes. Mhm. Euh, Par sororité aussi, tu sais, la solidarité entre femmes. Et puis, pour qu'elles puissent, comment dire, s'identifier en partie aussi. J'ai eu tellement de choses dans ma vie, si tu veux, que tu peux toujours t'identifier d'une certaine façon à ce que je vis. Et que ça puisse t'inspirer, que ça puisse... Il y a une forme de compréhension mutuelle, en fait. Avec les femmes, c'est quand même plus facile qu'avec les hommes, parce que les hommes viennent te voir pour bosser en prépa mentale. Il faut vraiment identifier la cause profonde du pourquoi ils viennent te voir toi, tu vois. Et, les hommes n'ont pas la même sensibilité que les femmes. C'est pas du tout, c'est vraiment une façon différente de travailler. Je me retrouve plus à travailler avec des femmes, mais j'accompagne aussi des hommes. Après, je vais pas t'apporter des outils comme ça sur un plateau. C'est toi qui vas les outils, c'est toi qui vas trouver les outils, pardon. C'est toi qui as les clés en toi, évidemment. Moi, je vais t'accompagner pour trouver les clés. Donc, je vais te guider d'une certaine façon, mais c'est plus travailler sur l'écosystème, tu sais. C'est plus une approche holistique et travailler sur toute la psychologie aussi, parce que c'est important de voir ce qui s'est passé avant, dans ton enfance, etc. Le classique, quand tu vas chercher la gagne, quand tu veux exceller, aller chercher une performance, c'est souvent parce que tu as quelque chose à régler avec ton enfance. Tu sais, ça, c'est un des classiques. Mais ouais, voilà, c'est vraiment une approche holistique, à savoir que si tu te sens bien dans la sphère familiale, la sphère professionnelle, etc., ça se passera bien pour toi dans la sphère sportive. Enfin, il y a plein d'items à travailler. Voilà, c'est holistique d'une certaine façon. Ça va pas être purement des outils, parce que pour Mhm. moi, donner des outils comme ça n'a pas de sens. On est tous différents. On est tous différents. Mhm. Oui, même si effectivement, il y a quand même dans la prépa mentale une Oui, boîte à non, outils qui est importante avec de la oui, bien visualisation, par sûr. exemple, de la balance interne-externe, etc., euh, dont tu, euh, dont tu fais référence aussi deux, trois fois quand on t'interroge sur la bascule d'attention, sur la visualisation, notamment sur des lignes d'arrivée, ce genre de choses. Ouais, mais moi, je les ai intégrés, en fait, tu vois, les lignes d'arrivée.
Et pour moi, l'abandon, d'une certaine façon, n'est pas une option, si tu veux. Je sais que, comment dire ça, j'ai construit ça avec ma résilience, mais je sais pas comment t'expliquer ça. Mais si tu veux, en fait, moi, à force d'une certaine façon à force de faire des ultras, je sais que je vais au bout. Et la seule façon, le pourquoi du comment je pourrais abandonner, c'est parce que je suis blessée et que je me mets en danger. À partir du moment où tu te mets pas en danger, pour moi, il y a zéro problème pour arriver sur la ligne d'arrivée. Mais oui, je travaille un peu avec la visualisation, mais pas tant que ça en fait. C'est pas, c'est plutôt la pleine conscience. Avant tout, en premier lieu, c'est vraiment la pleine conscience, c'est le travail sur la respiration, le focus attentionnel, le focus sur le présent, la gestion des émotions, etc., etc. Tu vois, c'est tout ça. Plus encore que la visualisation. La visualisation, c'est vraiment ponctuel. C'est comme tout ce qui est pensée parasite. Si tu veux, tu peux avoir ton petit topo, ta checklist de pensées positives, puissantes, etc., pour contrer tes pensées parasites. Mais encore une fois, pour moi, dans l'ultra, et là, ça va dépendre, je vais adapter en fonction de l'athlète, mais une pensée parasite, elle va toujours revenir de toute façon. Tu vas la chasser, elle va revenir par la cheminée, par la fenêtre, déguisée, tout ce que tu veux, elle reviendra toujours. Et donc, la solution, c'est simplement de passer outre, à mon sens. Tu vois, encore une fois, c'est le focus attentionnel. Elle est là, tu la laisses passer, puis tu te recentres sur tes ancrages attentionnels, tout simplement. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça à mettre en place au-delà de la visualisation, si tu Hmm. veux. Oui, la visualisation, c'est l'outil de base, mais je l'utilise pas tant que ça, en fait. Ok. Je suis vraiment Euh, dans le présent. c'est l'année dernière, en 2024, tu as lancé et réalisé donc la Diagonale du Jura, si je ne me trompe pas, le nom, donc Oui, un c'est ça. projet de 400 km sur la trace de la grande traversée du Jura, qui mêlait alors un défi solitaire, parce que tu courais seul la plupart du temps, et avec un aspect, une cause solidaire aussi. Euh, J'imagine que ça reste un des grands moments de l'année dernière. Oui, parce que j'ai découvert autre chose. J'avais pas de dossard, il n'y avait pas Mm. d'enjeu en soi, j'étais vraiment dans le jeu. Et puis, il y a les gamins de l'IME de Saint-Claude. Donc, il y en a trois qui sont venus faire 10 kilomètres avec moi, tu vois, qui ont vraiment été pas au bout d'eux-mêmes parce qu'ils pouvaient plus, ils auraient aimé plus, mais logistiquement, c'était pas possible. Mais il y a des moments vraiment, je pense à Mathéo, à Titouan, qui sont des sportifs handisport, tu sais, en ski notamment, et qui sont venus courir des petits bouts avec moi. Il y a vraiment eu des moments sacrés comme ça, et j'ai découvert aussi l'assistance, chose que je ne connaissais pas avant. Donc le fait de travailler en équipe. Oui, j'ai couru seule, mais j'ai été accompagnée sur certains tronçons par des personnes qui me sont chères. Parce que la nuit, au bout de 3, 4 nuits, j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec moi dans le sens lucidité pour pas perdre trop d'énergie, tu vois, par rapport à la trace sur ma montre et tout ça, parce que t'as pas de balisage, donc Mm. tu perds une énergie dingue à être focus sur la montre. C'est vraiment découvrir autre chose et qui donne envie d'aller explorer un peu plus aussi justement cette partie-là, tu vois, l'aventure sans dossard en fait, tout simplement. Et puis inspirer aussi tous les gamins qui sont comme moi, tu vois, leur dire que c'est possible, quoi, que même avec nos différences, avec un trouble autistique, avec une oreille interne pourrie, ben, on peut faire des choses chouettes, quoi. Tu vois, on est capable. C'est vraiment aussi aller inspirer, montrer aussi aux parents de ces enfants-là que c'est possible. Alors, C'est une dynamique solidaire, ouais, et puis la dynamique aussi. Et c'était aussi une façon, ça je l'ai pas dit, de remercier le Jura pour son accueil, si tu veux, de mettre en lumière toute la beauté du Jura et de me dire, voilà, je suis ici, je suis chez moi. Euh, le Jura m'a accueilli d'une façon incommensurable. Tu vois, les montagnes du Jura, c'est quelque chose pour moi. Et vraiment, c'était aussi mettre en lumière tout ça, tu vois. et en effet, hein, j'ai vu quelques photos. Je ne sais pas si tu avais un photographe avec toi ou par Oui, moment peut-être. Anthony Pouille, sur les 3 premiers jours et le dernier jour, c'était Albin Panissé. Anthony, c'est lui qui couvre l'Infernal des Vosges. Ok. Parce qu'effectivement, il y a des magnifiques mises en valeur avec les rapports de taille entre toi petite et ces montagnes environnantes magnifiques. Et puis il y a aussi, je crois que c'est sur cette traversée, une photo où on voit ton visage avec une détermination incroyable
On a l'impression que voilà, tu pourrais, 400 km, tu pourrais en faire 4000 ou même 40 000, un tour entier du C'est ça. globe. Euh, Ça te caractérise aussi cette détermination, on dirait presque qu'il y a une rage, une hargne en toi, non? Je pense oui, parce que quand j'ai pris le départ, en fait, pour moi, j'allais au bout. Après, lors de mon premier 404, tu as peut-être suivi, les prémices du 405K, on va dire, le week-end dont je t'ai parlé tout à l'heure, on a eu de la neige et j'ai dit stop à 100 bornes. Enfin, c'est mon équipe qui m'a sensibilisé au fait que ça allait devenir compliqué de me ravitailler parce qu'on était dans la tempête de neige. On s'est retrouvés, on avait 30, enfin, moi, je me suis retrouvée à 1000 mètres d'altitude, j'avais déjà 30 centimètres de neige. J'allais monter à 1007, je te laisse imaginer, faire 400 km dans la neige, j'étais pas là pour faire de l'alpinisme. Et ça allait devenir compliqué pour mon équipe de me ravitailler. Je pouvais pas les mettre en danger au-delà de me mettre moi en danger, si tu veux. Et à partir de ce moment-là, c'était pas OK. Donc j'ai arrêté à 100 bornes au niveau du saut de doux. Et dans ma tête, quand j'ai rejoint mon équipe, je n'étais pas prête à arrêter. C'est parce qu'ils m'ont dit, dans ma tête, je continuais, hein, malgré la neige, la tempête et tout ça. C'est parce qu'ils m'ont dit, Maud, ça va devenir compliqué et tout ça. Il faut vraiment qu'on pose les choses et qu'on voit si euh, on continue sans se mettre en danger, nous tous, si tu veux. Et là, pour moi, je ne pouvais pas me permettre de les mettre en danger. Parce qu'ils allaient se mettre en danger avec la neige pour me rejoindre sur les sentiers et tout, pour me ravitailler, c'était pas possible. C'était pour eux avant tout que pour moi. Et du coup, quand j'ai pris le deuxième 400K, le départ du deuxième 400K, même au-delà de ça, déjà, une semaine après l'épisode neige, justement en avril, j'avais déjà fixé la date pour octobre et tout ça. Il fallait tout de suite que je me remette en mouvement, si tu veux. Je pouvais pas tomber au fond, il fallait rebondir tout de suite. C'était illico presto. Et du coup, je savais qu'en prenant le départ, pour moi, j'allais au bout. C'était une évidence. C'était comme ça et pas autrement. Même si j'allais dans l'inconnu, si tu veux, je mange tellement de kilomètres par semaine que pour moi, le corps, il est rodé. J'ai ralenti un petit peu les quelques jours avant, mais j'ai couru tous les jours. Vraiment couru tous les jours. J'ai pas fait un seul jour off volontairement pour laisser mon corps en mouvement encore une fois. Tu vois, j'ai vraiment ralenti 6-7 jours avant. Le jour J, j'étais opérationnelle. J'y étais à reculons, hein, j'avais les boules, hein, j'avais pas envie aussi, hein, tu te doutes. C'est là, tu vois, midi, c'est l'heure. J'ai dû partir à midi 3, à midi 4, quelque chose comme ça, parce que j'étais là, bon, je pars pour 400 bornes. Et finalement, pour moi, j'allais au bout, en fait. Donc, j'étais déterminée à aller au bout. C'était comme ça, et c'était pas autrement. Et c'est vrai qu'au quotidien, dans la discipline de ma pratique, je suis un peu comme ça aussi. C'est comme ça, c'est pas autrement. Si tu veux, peut-être que c'est ma rigueur, peut-être que c'est mon fonctionnement, ma détermination. Enfin, voilà. Ouais, je pense que je me suis construite aussi avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et c'est ça qui fait que je suis aujourd'hui. Maintenant encore, j'ai aussi mes fragilités, ma vulnérabilité. Et ça s'entremêle un peu, tu vois, avec mon hypersensibilité, avec ma détermination. Donc, j'ai des failles aussi comme tout le monde. Mais j'ai appris plein de choses avec ce 400K. Et tu vois, j'apprends à dire non, j'apprends à m'affirmer, toutes ces choses-là que je ne savais pas faire avant. J'apprends à monter un projet parce que je ne suis pas toute seule. J'ai mon copilote Stéphane travaille avec moi depuis le début sur le projet, mais voilà, je me suis entourée, j'ai appris à m'entourer aussi, chose pour une grande solitaire comme moi qui est pas simple, tu vois, avec mes différences et tout ça, j'ai un peu le caractère un peu asocial, enfin, j'ai pas les codes sociaux, tu vois, j'ai appris plein de choses et ma détermination, oui, elle est dans tout ça, j'ai une idée et j'irai au bout, tu vois, là, pareil pour les veaux, je veux repartir, quoi, j'ai ce besoin de repartir et j'y arriverai d'une façon ou d'une autre. Bah, je pense que oui, tu peux être fier en effet de ce qui a été accompli. Est-ce qu'il y a d'autres réalisations que alors en course avec un dossard ou pas forcément, hein, dont tu es particulièrement fier, que tu gardes particulièrement en mémoire, qui te rappellent vraiment une émotion forte quand tu y ressonges? Alors, si je t'en dis une, c'est l'Infernal des Vosges, pas cette année, 2022. Ouais, l'Infernal des Vosges en 2022, dans la tempête, c'était mon premier 200 bornes, un peu plus, même 224, si je me rappelle bien, la montre. On a toujours du rabat, Hmm. mais tu dois savoir aussi. Et j'ai fini deuxième et c'était un truc incroyable. J'étais sans assistance, je découvrais les Hauts-de-Vosges d'une certaine façon, l'ultra longue distance, parce que bon, quand tu passes quand même du 100 miles, tu me diras c'est un marathon de plus, mais
Tu passes aux 200 bornes, c'est-à-dire que même le premier, de toute façon, il passe 2 nuits en montagne. C'est quand même quelque chose, quoi. Le départ était à minuit et pour moi, ça a été une énorme claque. J'y suis retournée là, je vais y retourner l'année prochaine pour la 4e fois, tu vois. Mais ce premier Infernal des Vosges, ça a été quelque chose. La tempête, les orages, la solitude aussi, parce que tu cours quasiment tout le temps. Tu as des rencontres ponctuelles assez incroyables aussi, parce qu'on est tous complètement barrés sur ce genre de format. C'est vraiment quelque chose. C'était vraiment extraordinaire et la ligne d'arrivée, quand tu entends la musique qui se déclenche et alors que tu es à 500 mètres, 1 kilomètre, tu entends ton nom au loin, tu entends la musique. Enfin, ça fait des frissons, tu vois. C'est quelque chose où tu te dis, tu vas au bout du bout et finalement, j'ai pas vu mes limites. J'ai pas été voir les bornes des limites. Et pareil, cette année, je l'ai refait. J'avais terminé 5e cette année. Ouais, c'est ça. Et je sais que à l'arrivée, j'étais bien, quoi, tu vois. Parce qu'en fait, le corps s'adapte. Et c'est ça qui est assez incroyable. Le corps, il s'adapte à manger autant. Je sais pas jusqu'où j'irai. Comme je te dis, je vais pas dans la surenchère et tout ça. Mais l'Infernal des Vosges, ça reste un plus grand moment. Vraiment, vraiment, vraiment. Après, il y a des moments moins marrants, hein, qui te font aussi tout autant d'émotions, hein. Parce que quand j'ai abandonné sur l'Infernal l'année suivante, j'avais mes règles et puis il y a eu la canicule aussi. C'était l'inverse en 2023, j'ai abandonné à 135 ou 140. J'étais frigorifiée, enfin, je pouvais continuer, mais ça allait me mettre en danger de un, et puis surtout, le lundi matin, ma vie, elle continue, hein. Il y a Simon qui va à l'école, mes chiens à sortir, etc. Si c'est pour retrouver maman fracassée, c'est pas la peine. Et donc, en fait, ce moment-là a été hyper fort aussi, dans le sens où je me suis dit, punaise, bon, bah, moi aussi, j'abandonne, quoi. Mais il fallait dire stop. Il faut savoir écouter son corps, il faut savoir écouter les signes du corps. Tu vois, quand je te dis l'abandon n'est pas une option, à partir du moment où tu te sens en danger et que tu vas mettre 6 mois à t'en remettre, c'est pas la peine, j'ai envie de dire. Il faut savoir poser limite aussi. Et sur le coup, ça a été très douloureux à digérer. Et après coup, je me suis dit, bah oui, je suis fière d'avoir réussi à abandonner, tu vois. Même à 135, 140 km, il te reste 70 bornes, c'est pas tant. Mais voilà, il y avait. C'était super dur de m'écouter, mais je l'ai fait. Et ça, ouais, je suis assez fière d'avoir su dire stop parce que finalement, tu vois, et Anthony avait été présent à ce moment-là, il m'avait dit, mais Maud, mais t'as rien à prouver. Peu importe ce que les autres pensent, tu vois, des ultras, t'en as fait des dizaines, tu vas toujours au bout dans des conditions dantesques. Qu'est-ce que t'as à prouver à rien d'autre qu'à toi-même? Les autres, tu t'en fous, quoi. Et c'est là qu'il faut vraiment penser à soi et s'affranchir du regard des autres. Tu vois, ça aussi, c'est ce qu'on travaille en prépa mentale. Et il y a que toi et ton bien-être qui compte et il faut vraiment rester focus sur toi et sur les sensations. Vraiment, vraiment. Ça a été exactement la même chose à la fin du 400K, parce que j'ai fait, entre guillemets, que 380 km, que 320 km au lieu des 400, parce que je me suis retrouvée à Orcaz avec toute mon équipe au point d'assistance. C'était à la frontière entre le Jura et l'Ain. Donc, si tu veux, je pouvais terminer, il me restait le grand col le col du Colombier. Oui, c'est ça. Le grand col du Colombier, ouais, c'est ça. Tu bascules du Jura à l'Ain et j'avais tellement fait de rab qu'en fait, si je continuais, j'avais encore 60 ou 70 bornes à faire. J'étais à 380 km. Il y avait le Mont Blanc qui émergeait d'une mer de nuages en face de nous. Il y avait l'église, il y avait le cimetière, sachant que j'avais pris le départ au cimetière de Mandor. Donc cimetière, cimetière. Il y avait le credo que je venais de descendre. Le credo, c'est là où mon changement de vie s'est amorcé. Et puis je voyais mon équipe, ils étaient heureux, ils étaient en train de pique-niquer et tout ça, et moi j'étais en train de somnoler. Et là je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Si tu veux, j'avais trouvé le juste équilibre pour pouvoir continuer d'une façon presque. T'as l'impression que tu peux continuer à l'infini. Tous les 20 bornes, je me ravitaillais, je dormais 15-20 minutes, je me changeais, je recrémais les pieds et puis je repartais. Et j'avais trouvé l'équilibre qui permettait d'une certaine façon, en fait, je me disais, mais je peux continuer sans borne, en fait, encore comme ça. Après, il y a les limites du sommeil quand même, parce que tu sens la fatigue et tout. Mais j'étais pas, comment dire, démolie, si tu veux. J'étais pas fracassée à me dire, je peux plus me lever, je peux plus courir, je peux plus marcher. Pas du tout, en fait. Et il fallait que ça soit là, si tu veux. Il fallait que ça soit à ce moment-là. C'était se dire accorder de l'importance aux valeurs parce que le taf il était fait et c'est ce que m'a dit mon équipe à ce moment-là. Maud, est-ce que tu accordes de l'importance aux chiffres? À aller faire 20 bandes de plus parce que je me suis posé la question pourquoi? Pour aller dire sur les réseaux sociaux j'ai fait 400 km comme j'avais prévu pile, ou alors tu t'arrêtes à 380, tu as fait le job,
Les gamins, ils sont venus courir avec toi. Enfin, t'as sensibilisé, t'as fédéré autour des différences invisibles et tout ça. T'es face au credo, face au Mont Blanc, t'as ton équipe, l'église et tout ça. Enfin, tout faisait sens. Si tu veux, tous les éléments étaient réunis pour dire stop. Et c'est aussi dire stop et poser des limites, si tu veux. Voilà. Et c'était accorder davantage d'importance à mes valeurs, à celles que je véhicule, à celles que je veux mettre en lumière, plutôt qu'aux chiffres. Si tu veux aller dire faire 20 bornes pour dire d'avoir fait 400 piles, pour moi, ça n'avait plus de sens. Et ça a été difficile parce qu'il a fallu départager les deux petites voix dans la tête, tu sais, aller faire 20 bornes, allez, dans 3 heures, on a fini, et puis voilà. Mais non, l'essentiel, il est ailleurs, si tu veux. Et c'est vrai que là, j'ai mené un petit combat en tête à tête dans mes deux sous-personnalités, tu vois, à me dire qu'est-ce que je fais? Je continue pour faire 20 bornes? Et puis j'ai dit stop, j'arrête, j'ai fait le taf, j'ai fini, je vais rentrer dans l'Ain, j'arrive au bout du Jura juste. Ça n'avait plus de sens, tu vois. Donc j'ai fait ma traversée. En plus, je l'avais faite, enfin, si tu veux, j'ai pas suivi précisément, volontairement, tout le parcours de la traversée du Jura. J'avais tout retravaillé parce qu'il y a des endroits qui sont assez chaotiques. Pour moi, j'avais fait le job, si tu veux. C'était durable. Voilà, ça m'a permis en plus de m'arrêter, de passer un bon moment avec l'équipe. Enfin, on a débriefé tout ça. J'étais fraîche, hein, tu vois. Je suis rentrée à la maison et j'ai dormi le soir à 20h, alors qu'il était 9h du matin quand j'ai arrêté. Mais voilà, c'est vraiment des fois, c'est s'écouter, c'est qu'est-ce qui fait sens pour toi? Pourquoi tu cours? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu prends un départ? C'était ça. J'avais pas de dossard, j'avais pas la contrainte d'aller faire 407, 401 km, tu vois, là c'était 380. Tout était aligné pour moi à ce moment-là. Tu as J'ai dérivé de évoqué, t'as évoqué le fait que tu as fait beaucoup de courses. Là, tu parles de dossard encore. Est-ce que tu te souviens de ton premier dossard et de comment tu as abordé cette première épreuve à l'époque et avec le recul bah, de ce que tu es devenu entre-temps, voilà, avoir un petit coup d'œil sur ce parcours avec les années d'écart, les années d'expérience. Alors, je crois que le premier dossard, ça doit être 10 km en 2017 ou 2018. Ça doit être ça. Ouais, je sais plus si c'est 2017 ou 2018. Je crois que c'est 2018, c'était Oxygène. Et je courais depuis peu. C'était me remettre en mouvement et, après ma grossesse notamment. Après ma grossesse. J'ai accouché en 2013 et je me souviens d'une petite pique de ma mère qui m'a un peu piqué sur l'état de mes jambes après ma grossesse, tu vois, qui m'a dit Maud, il faudrait que tu prennes soin de tes jambes et tout ça. Je me suis remise à courir. J'ai fait de la boxe avant. Donc j'ai fait 4 ans de boxe française, de savate. Puis ça a été la course à pied. Mais ouais, j'étais plus dans me situer un peu par rapport aux autres, etc., etc., tu vois. Et puis un chrono parce que j'avais pas encore ma Sunto, etc. Tu sais, j'enregistrais sur Strava, sur mon téléphone, etc. Donc voilà, c'était partager, voir un peu ce que ça faisait de porter un dossard et tout ça, ouais. Mais j'avais pas de... C'est pas tout à fait la même chose que les ultras en montagne et tout ça, ça c'est certain. Après, ça a été très vite, hein. J'ai fait mon premier... Alors, 2019, que je raconte pas de bêtises. Septembre 2018, mon premier semi-marathon. Mai 2019, j'ai fait le marathon du Louvre. Et 2 semaines après, je faisais 100 km de Stanvark. Ok. Et ensuite, j'ai découvert la haute montagne. J'ai fait la vallée des lacs, là, à 40 km. Et j'ai fait Méribel, que j'ai fait 4 fois. C'était 50, qui n'existe plus. Tu l'as fait déjà, celui-là? Non. 50 km de Méribel. Ah, il est incroyable. C'était 5000 de dénivelé sur 50 km. Mais il n'existe plus. Maintenant, ils ont fait un 35. Et du coup, je plongeais dans la haute montagne. Et puis après, c'était terminé, quoi. La route, je me suis vite rendu compte que non. Et puis, tu vois, on parlait de récupération tout à l'heure. Mais finalement, moi, je suis souvent sur les sentiers quand même. Ça protège quand même nettement plus que la route, hein. À mon sens, en tout cas. C'est moins agressif que la route. La route, pour les articulations et tout ça, peut-être que c'est cliché. Mais voilà, enfin... Je trouve que sur les sentiers, on préserve davantage notre corps et puis on peut pas tout être dans l'intensité à fond, à fond, à fond, à fond. Sauf si vraiment tu fais. Bon, on n'est pas dans les crosses et tout ça, moi je fais pas tout ça, mais je trouve qu'on préserve davantage notre corps quand même. Et puis la route, c'est Et assez chronophage, hein. tous ces, oui, c'est vrai, tous ces dossards, ces courses, quel rapport tu entretiens avec? Est-ce que c'est un moyen de voir des nouveaux endroits? Est-ce que c'est un moyen de se motiver à sortir tous les jours? Peut-être pas trop, puisque c'est plutôt une hygiène de vie pour toi. Est-ce Non, que j'ai pas c'est... besoin du dossard. J'ai pas Non? besoin du dossard. À quoi ils te servent alors, ces dossards?
Ben, c'est la challengeuse un peu, et c'est aller voir jusqu'où je peux pousser, si tu veux. C'est les rencontres aussi, c'est le partage. Parce que, je veux dire, moi, dans ma montagne ici, je suis quand même assez, voire très solitaire. Le fait de pouvoir partager, il y a une vraie communauté petite euh, d'ultra, d'ultra fond, d'ultra trail en France. Souvent, on se retrouve, tu vois, comme la Lyon-Saint-Élion, oui, c'est mi-route, mi-trail, mais je l'ai faite 3 fois et on se trouve vraiment les mêmes déglingués dessus, quoi. Ça, j'adore ça, c'est partager les moments et aller chercher quand même la performance aussi, voir un peu ce dont je suis capable du haut de mes 43 ans et mon mètre 75, oui, certes. Mais voilà, il y a aussi Maud qui veut performer, tu vois, d'une certaine façon. Sortir un peu de ma zone de confort, c'est ça. C'est aller me bousculer un petit peu et tout ça. Là, je vais faire le dernier homme debout dans le Morvan Ok. dans 10 jours. Donc là, ça va te sortir de ma zone de confort. Parce que c'est costaud. T'es pas sur un ultra où tu peux y aller tranquillement avec ta montre. Hein. Là, c'est costaud. Il y a des contraintes en effet horaires qui sont fortes, qui sont très particulières et d'ailleurs ce sont des épreuves qui marchent très fort depuis 2-3 ans à peu près, ce qui était assez curieux. On avait les 24 heures avant qui ont été pratiquement remplacées par ces derniers hommes debout, backyard ultra, etc. Donc ça sera une première pour toi. Non, j'ai déjà fait Andenne en 2023 et j'ai dû arrêter au 11e pour une histoire de chaussures que j'arrivais pas à remettre. Je suis arrivée à quelques secondes trop tard Ok. sur la ligne d'arrivée et j'avais pas d'assistance. Et sans assistance sur ce genre de format, le dernier homme debout, c'est 7,5 km, généralement 330, 350 de dénivelé positif par boucle. C'est autre chose que les backyards, c'est du trail d'une certaine façon. C'est quand même costaud en termes. Si t'as pas d'assistance, c'est à la seconde près quoi. Hmm. Là, du coup, je vais avoir un copain qui va m'assister sur le format. Après, moi, encore une fois, c'est aller me bousculer un peu, aller bousculer mes limites, que je ne sais pas où elles sont, mais voilà, c'est un peu ça aussi. Puis m'amuser surtout, parce que faut penser au jeu et pas à l'enjeu, tu sais, je le dis souvent, mais voilà, c'est vraiment m'amuser aussi, tu vois. Mais ça me gêne pas de faire le hamster. Après, c'est certain que, contrairement aux ultras, dont tu me disais ça tout à l'heure, mais les dossards, ça a quand même permis de découvrir des coins incroyables. Tu vois, l'Infernal, j'y vais pas que pour le partage, j'y vais aussi parce qu'il y a des endroits qui sont incroyables, quoi. Que j'ai des endroits incroyables à la maison aussi, mais voilà. J'ai aucune lassitude à me dire je vais revenir une quatrième fois, même si je connais chaque caillou, tu vois. Hmm. Mais voilà, ouais, j'ai découvert des trucs assez dingues, quoi. Méribel 4 fois, et là je retourne sur l'Ultra Ariège pour la deuxième fois dans les Pyrénées ariégeoises en juillet. Ok. Bon, pareil, là va falloir bosser le mental parce que le vertige, si je veux pas rester accroché à mon rocher en haut du pic des Trois Seigneurs, va falloir bosser le mental. Ouais, clairement, hein, ce type d'épreuve, les ultras, ça nous permet de visiter le plus beau de certaines régions, puisque les organisateurs partagent en général vraiment les lieux Ouais. emblématiques, les meilleurs sentiers, etc. Ils ont à cœur de faire découvrir le plus beau de leur coin. Oui, et puis il y a aussi, comment dire, c'est garant d'une certaine sécurité aussi. Tu cours la Mhm. nuit, tu as un dossard. Et de ce fait-là, c'est plutôt rassurant de me dire, voilà, bon, je peux courir toute la nuit, je vais crapahuter autant que je veux, j'ai quand même la sécurité de la puce électronique et de me dire s'il m'arrive quelque chose, voilà. Je peux vraiment partir à l'aventure avec la sécurité par derrière. Tu vois, la logistique, elle est toute faite. C'est pas comme sur le 400K, c'est moi qui dois tout préparer, si tu veux. Donc ça, c'est chouette aussi. Puis c'est découvrir aussi. C'est découvrir l'émerveillement, la contemplation, enfin les levées de soleil, les couchers de soleil, la brume, tout ça. Enfin, tu connais tout ça. Des fois, il y a des moments, même si tu as douillé pendant 30 heures, tu vas arriver en haut d'un sommet, tu te sens à ta place, tout est réuni, tu es aligné, corps, tête, cœur, tout est bien et tu sais pourquoi tu es là. Tu vois, il y a des moments où tout s'efface, en fait, la douleur, tu l'oublies, tu passes outre parce que c'est beau, quoi, et que c'est le plus beau cadeau qu'on. Enfin, on a tout ça à portée de main, tu vois, et les ultras, oui, c'est la possibilité d'aller découvrir encore plus loin, donc c'est chouette, vraiment. Est-ce qu'il y a des épreuves, des défis ou même des lieux qui te font rêver
Euh, alors que ce soit effectivement des ultras ou des lieux, des sommets, je sais pas, que tu n'as pas encore vu, peut-être que tu voudrais visiter au travers du Euh, sport. ouais, j'aimerais bien faire la traversée des Pyrénées. Je sais qu'il Ok. y a Transpyrénéen, mais avec un dossard, peut-être moins. Je pense plutôt sans dossard. Tu Hmm. sais, les 800 km sans dossard. Faire ça un peu plus dans l'optique, comme j'ai fait pour le 400K, mais ça demande une grosse logistique. Oui. J'aimerais bien faire la Swiss Peak aussi, Hmm. mais j'ai le vertige. Hmm. Donc, la Swiss Peak et la PTL pour le côté partage avec les copains. Aller faire ça en équipe, c'est un truc dingue, quoi. C'est un truc génial, tu vois. Là, tout de suite, maintenant, je te dirais ça. Maintenant, une année à la fois. On verra ce que l'avenir me réserve. Tu vois, là, j'ai quelques petites échéances et tout ça. Je vais découvrir l'UTMJ à domicile, l'Ultra Trail des Montagnes du Jura, normalement en début octobre, que j'ai jamais fait, parce que ça tombait pas bien dans le calendrier. Là, je vais faire mon 400 des Vosges et tout ça. Et puis, je pense qu'après, au-delà du dossard, je peux aller me créer mes aventures à moi aussi. Tu vois, plus tu engranges de l'expérience, même comme sur le 400K, ou même régulièrement avant ça, pendant la Covid, j'avais fait quelques aventures comme ça, où Hmm. je partais 150 km toute seule avec mon sac de trail en autonomie et tout ça. Ça forge l'expérience. Tu as plein d'éléments d'apprentissage et c'est comme ça que tu es plus résistant après sur les ultras lambda où tu as l'assistance, tu as les ravitaillements, tu as les bases de vie et tout ça, tu vois. Donc, c'est plus aller me créer mes aventures et tout ça, aller me sortir de ma zone de confort parce que, comment dire, quand tu sais que tu as terminé des ultras, après tu sais que, enfin, c'est pas que plus rien peut t'arriver, mais tu sais comment ça marche en fait. Et j'ai pas envie de tomber dans cette forme de facilité-là à me dire, bon, bah, j'ai fait ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, tu vois, j'ai envie que ça bouge, ça reste en mouvement, ça me bouscule un petit peu, ça me chahute, parce que sinon c'est trop facile d'une certaine façon. Et encore une fois, le corps, il a une telle facilité d'adaptation et tout ça que, voilà, on verra ce que l'avenir me réserve. Une année à la fois, un jour à la fois, j'ai envie de dire. Mais le but du jeu, c'est aussi de pas me lasser dans ma pratique, tu vois, parce que je cours quand même toute l'année, mais je me lasse pas. Il y a des matins où oui, c'est dur, puis après Hmm. le plaisir, il arrive pendant la sortie. Je me lasse pas de courir en fait. Est-ce que ça va durer encore des années? Je sais pas, j'espère. Mais je me lasse pas de ça. C'est ça qui est dingue en fait finalement, c'est que j'ai jamais de lassitude dans ma pratique. Bah, c'est ce que je peux te souhaiter. Écoute, un pas après l'autre, en tout cas. Où est-ce que Ouais. on peut te suivre le plus facilement, voir un petit peu ce que tu fais, où tu vas, etc. Sur Facebook, c'est ça? Ouais, sur Facebook, sur Ultrabulle, j'essaie d'être assez régulière dans mes publications. J'écris pas mal, comme toi, mais différemment, autour de ma sensibilité, autour de mes courses et tout ça. Puis autour de ce que je vis au quotidien, tout simplement dans la montagne. Et puis sur Strava, si certains veulent voir mes kilomètres. Mais bon, j'ai envie de dire que là n'est pas l'essentiel. Si tu veux, je poste pas mes sorties sur les réseaux sociaux. Si tu as envie de voir mes kilomètres, mes parcours et tout, tu t'amènes à mon Strava. Mais j'essaie justement de pas être dans tout ça, tu sais, poster mes sorties tous les jours. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt, tu vois. C'est juste un support. Strava, c'est un journal pour moi où je peux catégoriser toutes mes sorties. Je mets mes petits commentaires, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que mes chiens ont fait, je connais la météo. Si j'ai besoin de retourner dessus, je vais voir, tu vois. Ça laisse une trace en fait, plus que mon journal de ma photo et tout ça. Et puis oui, Ultrabulle et Instagram pour les stories. Je poste plein de photos de mes sorties. Je les mets sur Facebook, mais sur mon Facebook Maud Marie de Montigny, pas sur Ultrabulle. Et sur Instagram, mais j'y suis depuis tout récemment. Donc sur Insta, tu as toutes mes photos de sortie et tout ça. En fait, je partage pas mes kilomètres en chiffres, je les partage en images. Voilà. Des fois, ça épouffe la photo. Voilà. Je fais pas la touriste, hein, je rassure, pendant toutes mes sorties, hein, pas du tout. Hein. Mais voilà, j'aime bien mettre des images sur mes sorties. Comme toi, je crois. C'est vrai que ça permet de garder une trace et puis de se remémorer à un moment particulier, même si on est sur les C'est mêmes ça. parcours chaque jour, il y a des ambiances qui sont différentes, des lumières, des nuages, pas de lumière, pas de nuages, C'est d'une ça. brume, des flaques d'eau par terre, etc. Et c'est vrai que les photos peuvent voilà, ancrer, on revient du mental un petit peu, ancrer des souvenirs et se les Exactement. rappeler par la suite. Ouais. Exactement. Et puis c'est tellement mouvant et tellement fluctuant qu'en fait, même en faisant le hamster, les sorties sont jamais les mêmes. Mm. Il y a toujours des nouveaux sentiers à découvrir, des nouveaux points de vue. Enfin, c'est assez incroyable. C'est ça qui est magique aussi dans le Jura, comme dans tes montagnes à toi, dans toutes les montagnes du monde, je pense.
Et même, à vrai dire, dans les villes, hein. J'ai habité une douzaine d'années C'est sur vrai. Paris et je sortais régulièrement très tôt le matin ou assez tard le soir. Et c'est pareil, voir une ville qui est en train de s'éveiller, les lumières changeantes tous les jours. Voilà, il y a des moments qui sont uniques, bien qu'ils se ressemblent chaque jour. Ah oui, ça, j'en doute pas. Moi, j'ai un peu plus de mal avec les villes, mais bon, voilà. Écoute, on arrive vers la fin de cette petite discussion. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose, voilà, de livrer une pensée aux personnes qui vont écouter cette discussion, quelque chose qui pourrait les inspirer ou voilà, leur donner envie ou les mettre en garde, que sais-je? Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, osez, sortez, regardez ce qui se passe autour de vous, émerveillez-vous, ouvrez les yeux, allez découvrir justement tout ce monde qui vous entoure. Parce que l'essentiel est ailleurs, quoi, que dans la société matérielle. C'est vrai, c'est tout ce qui est impalpable et abstrait finalement qui est important. C'est tout ce qu'on va vivre dans les montagnes, les sensations, etc. C'est des choses que tu peux pas palper, tu sais, c'est immatériel. Je pense que l'essentiel, il est là. Et pas dans des nouvelles godasses pour aller courir. Même si ces Bon, chaussures, j'exagère un petit peu là, mais c'est ça, c'est plus les sensations en fait, écouter son corps et surtout ouvrir les yeux. Parce que souvent on a le bonheur à portée de main, à portée des yeux. Tu vois, là, moi je regarde par la fenêtre, j'ai les crêtes en face de moi. Ici, quand je suis arrivée dans le Jura, la chose qui m'a profondément heurtée, c'est que les gens me demandaient, pas tous, hein, mais souvent on m'a dit, mais c'est quoi la différence avec le Nord? J'aurais dit, mais vous avez les montagnes. Et finalement, tu te rends compte qu'en fait, alors déjà, je croise jamais personne, hormis quelques anciens. Ça, c'est vrai, les anciens qui vont faire leur petite balade avec leur canne et tout leur machin et tout leur petit bâton. Ça, c'est très chouette. Ils sont profondément, comment dire, ancrés dans leur territoire. Tu vois le lien oui. avec le territoire. Alors que pour les jeunes, c'est moins différent. Mais ouais, j'avais l'impression que les gens ne voient plus les montagnes. Les gens ne voient plus la beauté du monde qui nous entoure. Moi qui ai vécu à Roubaix, quand tu imagines Roubaix, alors certes, Roubaix est une ville qui est riche culturellement, j'ai moins de culture ici, je ne recherche pas la même chose non plus. Euh, Roubaix est une ville très paradoxale, mais qui ne me convenait plus. Il y a quand même pas mal de violence, je ne vais pas le cacher non plus, voilà. C'est une ville très industrielle, certes, ça a une certaine forme de beauté, mais c'est nous qui l'avons construite. Là, c'est les montagnes, c'est tout ce qui est de plus naturel au monde, si tu veux. Et je pense que oui, il faut apprendre à s'émerveiller, à regarder ce qui se passe autour de soi, vraiment. Et puis d'aller jouer dehors. Bah, écoute, merci pour ces bonnes paroles et puis merci pour cette discussion. J'espère qu'elle inspirera effectivement des tas de gens, hommes ou femmes, à aller s'amuser à l'extérieur et à bientôt bah, sur les réseaux. À bientôt. Merci.